Bonsoir, bienvenue sur ce live consacré à l'UE1 du DSCG. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Je vous salue dans le chat et je vous invite à me dire d'où vous me suivez, dans quel endroit vous vous trouvez actuellement. Ça me permettra d'adapter en fait aussi mon discours et de vérifier surtout que vous me recevez bien le son et l'image. Nous sommes en live, l'objectif c'est que ce soit aussi interactif que possible. Et donc la première question que je vous pose, c'est dites-moi, Fatima, Tanguy, Jérémy, Amande, si vous me recevez bien. Alison me dit que oui, Gali aussi. Allez-y, n'hésitez pas à me donner votre âge et la ville d'où vous êtes connectés, le pays, histoire qu'on voyage un peu. Allez-y, dites-moi un peu qui vous êtes, où vous êtes, quel âge vous avez. Moi, je me présente à mon tour, je m'appelle Emery, je suis le directeur de ProConta, je suis avocat de formation, professeur de droit des sociétés, de droit des obligations, de droit pénal, et avec toute l'équipe de ProConta, nous passons au peigne fin chaque année les annales et les sujets qui tombent. Et l'objectif de ce live ce soir, c'est de vous dire quels sont les thèmes pressentis pour l'UE1 du DSCG 2021 et vous dire évidemment aussi comment nous vous invitons à les réviser. Salut Manon, donc, qui me dit qu'elle nous suit de Aix-en-Provence, qui a 23 ans. Salut Alison, 25 ans de Marseille. Elodie, 33 ans de Toulouse. Salut Alex, qui est dans l'Oise. Isabelle, qui est à Toulouse. Ah, c'est magnifique, toute la France est là en fait. Pauline, étudiante à Paris. Sofiane en banlieue parisienne. Manon à Aix. Gire à Nantes. Aziz à Niamey. Voilà. L'Afrique aussi est représentée. Kounla est au Burkina Faso. Amel est à Nancy. Hamza à Saint-Étienne. Et Bruno au Cameroun. Super, bah écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour 1 heure environ, 1 heure pendant laquelle je vais essayer de vous donner un max de conseils donc pour organiser au mieux vos révisions. Alors, pour commencer, je vous rappelle une date que vous devez forcément tous avoir en tête tout de suite, le 20 octobre prochain, c'est-à-dire dans presque 3 mois, un peu moins de 3 mois, pardon, nous sommes le 22 juillet, 22 août, 22 septembre, 22 octobre. Donc on est à 3 mois moins 2 jours de l'épreuve de gestion juridique, fiscale et sociale, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'UE1 du DSCG. Cette épreuve, elle est redoutée parce qu'elle est redoutable. En effet, la sélection est drastique. 74% des candidats, en moyenne ces dernières années, n'ont pas eu la moyenne à l'UE1. Et ce soir, vous êtes 130 connectés, 134 maintenant, ça n'arrête pas de monter. Bienvenue, n'hésitez pas à taguer vos copains qui passent le 1 comme vous. Ce soir, vous allez faire partie, je vous le dis, des 26% qui allaient avoir plus de 10 sur 20 lors de cette épreuve, pardon, que vous allez passer dans un peu moins de 3 mois. Et c'est pas 10 sur 20 qu'il faut viser, je vous le dis tout de suite. C'est pas non plus 11 ni 12, c'est un 14, c'est un 15, c'est un 17 sur 20 et c'est possible y compris si vous n'avez jamais brillé particulièrement en droit, si vous n'abordez pas cette épreuve avec beaucoup de confiance. Malgré tout, 3 mois, c'est suffisant pour vous révéler, si vous comprenez bien ce qu'attendent les correcteurs, ceux qui vont juger votre copie, vous avez encore tous les moyens d'avoir une note exceptionnelle, une note comme on en trouve beaucoup parmi les élèves qui se préparent chez nous, chez ProConta, une note qui va vous permettre de valider le DSCG en vous donnant beaucoup de points d'avance. Donc quelques messages motivationnels en introduction, j'y crois très fort, vous avez effectivement tous vos chances, et vous avez toutes vos chances de réussir cette épreuve. Vous êtes connectés 3 mois avant ce soir à ce live, c'est déjà la preuve que vous êtes des candidats sérieux, des candidats qui prouvent votre motivation. Vous n'allez pas pouvoir, je vous le dis tout de suite, dans les 3 prochains mois, tout faire. Vous allez devoir faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Renoncer à certaines de vos activités peut-être personnelles, si vous voulez réussir ces révisions, mais au sein des révisions, faire des choix aussi entre les parties du programme. Vous allez peut-être pouvoir tout voir, mais pas autant, pas aussi bien chaque partie du programme. Et c'est l'objet de ce live de vous dire comment vous allez devoir vous organiser pour insister sur certains points plutôt que sur d'autres. Vous allez devoir travailler, c'est très important ça, de façon régulière et continue jusqu'au concours. L'examen, certains disent concours, mais c'est plutôt un examen en réalité qui vous attend dans un peu moins de 3 mois et vous allez devoir, dans les 3 mois qui viennent, éviter les à-coups. C'est-à-dire, je travaille beaucoup pendant une semaine, puis j'arrête.
pouvez prendre des vacances, dans ce cas complètement arrêté, mais moi je vous encourage à éviter quand même les accélérations brutales et les freinages brutaux dans vos révisions. Essayez autant que possible que vos révisions soient régulières et continues et augmentent évidemment en intensité à mesure que l'épreuve se rapproche. Vous devez travailler sur l'application des connaissances beaucoup plus que sur la mémorisation des connaissances. C'est là que vous serez jugé, ce n'est pas une épreuve de dissertation qui vous attend, vous le savez, c'est une épreuve, ce n'est pas une épreuve de récitation, c'est une épreuve d'application. Donc le but, c'est pas simplement de connaître la règle et de la réciter, mais de l'appliquer. Et il faut l'avoir en tête parce qu'on ne révise pas de la même façon un examen selon qu'on est attendu sur de la récitation ou de l'application. C'est très important. Il faut être tactique dans vos révisions. On n'est pas là pour devenir bon en droit. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon objectif en tout cas de faire de vous de bons juristes en 3 mois. On est là pour réussir un examen qui a des codes particuliers, qui a une attente particulière. Et pour le réussir, il faut réussir non pas simplement à connaître la règle, mais à savoir l'appliquer. Et donc, il faut intégrer ça, cet exercice mental d'application de la règle que vous allez apprendre dès la mémorisation. C'est très important. Vous allez comprendre. C'est un peu abstrait peut-être, mais vous allez comprendre. Et puis, vous allez devoir, dans les 3 mois qui viennent, garder tout le temps la forme, le moral, la niaque. Vous allez peut-être être tenté d'être découragé, d'abandonner, mais c'est normal. C'est le cas de tous les candidats. Il va vous falloir surmonter ces petits moments de découragement qui arrivent à tout le monde et c'est complètement normal à mesure que l'épreuve se rapproche. Le stress va un peu augmenter. Vous aurez l'impression de ne pas tenir vos objectifs, d'être un peu dépassé, peut-être être un peu noyé dans les révisions, mais c'est pas grave. Il faut tenir bon. Et il ne faut surtout pas partir du principe que vous allez échouer. Vous êtes de très mauvais juges de vous-même, je vous le dis. On a très souvent chez ProConta des candidats qui nous disent à l'approche de l'épreuve, à la fin de l'été, j'y crois pas, je vais pas réussir à l'avoir, j'ai mal révisé, pas autant que je voudrais, je l'aurai jamais. En réalité, ils sont très surpris de découvrir quelques mois plus tard qu'ils ont eu des très bonnes notes. Mais ça n'arrive que si vous tenez bon. Il faut passer l'épreuve, il ne faut pas vraiment abandonner. Ok ? Les programmes, vous le savez, sont très très vastes pour tout connaître. Si on voulait tout connaître sur le programme de l'UE1, il faudrait mémoriser l'équivalent de tous ces livres que vous voyez dans cette immense bibliothèque. Et évidemment, c'est impossible. Et comment faire du coup dans l'espace de 3 mois? Et encore, j'ai bien conscience que ce n'est pas 3 mois à plein temps, parce que beaucoup d'entre vous sont en cabinet, sont en entreprise, sont peut-être en stage, prennent des vacances, ont des familles, et donc ne pourront pas, pendant les 3 prochains mois, travailler tous les jours. Bien sûr que non. Et en tout cas, pas toute la journée. J'ai bien conscience de ça. Et donc, vous allez devoir, dans ces programmes infinis, aller droit au but. Et donc, cet homme que vous voyez là, Vilfredo Pareto, est l'homme qui va vous aider à aller droit au but. C'est un économiste italien qui a théorisé la règle des 80-20, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette règle, c'est celle qui dit qu'environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Okay, donc, c'est quelque chose qui doit être complètement intégré, cette règle des 80-20, parce qu'elle va guider vos révisions. Appliquée au programme, qu'est-ce que ça veut dire, cette règle? Ça veut dire que 20% du programme de l'UE1 fournira le jour J 80% des questions. Et que 80% du programme, inversement, ne fournira que 20% des questions. Et donc, il va falloir, dans les 3 mois qui viennent, passer l'essentiel du temps sur cette petite partie du programme qui va fournir l'essentiel des questions le jour J, et au contraire, le minimum de temps sur l'énorme partie du programme dans laquelle vous pourriez vous noyer, mais en fait qui ne sera pas très rentable parce qu'il y aura peu de questions. Alors c'est une exagération, évidemment, on n'est pas dans ces ratios-là exactement. Si vous avez un livre qui couvre le programme du DSCG en 1000 pages, par exemple, ne croyez pas qu'il y a vraiment 200 pages qui fourniront 80% des questions. C'est une caricature, mais ça veut dire quand même, et c'est vrai, je peux vous le dire pour avoir étudié finement avec tous les professeurs de ProConta les annales depuis 2013 de l'UE1, ça veut dire qu'il y a des thèmes qui tombent toujours ou presque toujours et des thèmes qui tombent jamais ou presque jamais. Et donc, vous allez devoir, en vous rappelant cette règle des 80-20, forcément, passer beaucoup plus de temps sur les thèmes qui tombent toujours ou presque toujours et forcément beaucoup moins sur ceux qui tombent jamais ou presque jamais. Regardez un peu d'exemples maintenant, les grandes thématiques du programme qui ont fourni l'essentiel des questions dans les dernières années, depuis 2013. C'est la partie sur les groupes d'entreprises qui a fourni le plus de questions. C'est-à-dire quand on étudie toutes les questions qui sont tombées à l'UE1 depuis 2013, toutes les années consécutivement, et qu'on fait des notes, ce qu'on a fait dans un grand tableau Excel, on a constaté que c'était les questions relatives aux groupes d'entreprises qui avaient été les plus fréquentes. Okay. Ensuite vient le droit des entreprises en difficulté, puis le droit des contrats, le droit fiscal, le droit pénal, le droit des sociétés. C'est ça, ces grands thèmes qui vont fournir l'essentiel des questions. Vous allez me dire, oui, mais
C'est pas encore assez précis, ça, je le savais un peu quand même. Oui, mais c'est important quand même de commencer par ces grandes composantes. Alors, quand on regarde maintenant ces thèmes qui tombent un peu fréquemment et qu'on les étudie année après année, regardez l'évolution de l'importance du droit des contrats. C'est-à-dire, là, il faut comprendre, pour le pourcentage en ordonnée, c'est le nombre, la part des questions qui concernaient le droit des contrats dans les dernières épreuves de l'UE1. Hein, donc on voit, en 2013, il y a eu une session où il n'y avait pas du tout de droit des contrats. Mais depuis, il y en a eu toujours, et c'était presque toujours ces dernières années, autour de 20% de l'épreuve qui portait sur le droit des contrats. Donc le droit des contrats, c'est très important, c'est un thème qui tombe toujours, ou presque toujours. Il va y en avoir en octobre prochain. Je ne le sais pas, je n'ai pas d'accès à la commission qui rédige le sujet, mais je fais le pari, il y aura du droit des contrats, puisque c'est toujours le cas. Il y aura du droit pénal probablement aussi. Alors là, c'est plus irrégulier. Il n'y en a pas systématiquement, mais on constate ces dernières années qu'il y en a de plus en plus. Ce qui veut dire que les membres de la commission qui rédigent le sujet ont de plus en plus eu envie d'évaluer, de tester les aptitudes des futurs candidats, des futurs comptables et experts comptables à la capacité, à leurs aptitudes en droit pénal, à conseiller les entreprises sur les risques pénaux. Donc ça, c'est important de le comprendre, il n'y a aucune raison que ça change. Donc moi, je parie qu'il y aura aussi du droit pénal, je vous le dis en octobre prochain. Le droit fiscal est une thématique qui revient souvent aussi. Alors, elle est un peu comme le droit pénal, c'est pas systématique, mais c'est quand même très fréquent. Il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait du droit fiscal en octobre prochain qu'il n'y en ait pas. Okay. Alors, les droits des entreprises en difficulté, ce qu'on appelle la prévention, la pérennité de l'entreprise dans le programme, il y en a souvent, il y en a presque toujours en fait. Il y a juste eu une année où il n'y en a pas eu, mais sinon vous voyez, il y en a eu toujours, et donc là aussi ça fait partie des thématiques qui sont les plus importantes, il faut passer du temps là-dessus. Okay. Alors, maintenant les thèmes qui tombent rarement, qu'est-ce qu'on constate? Que le droit de la concurrence, contrairement à tous les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est tombé qu'une seule fois, en 2013. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne retombera jamais, ça veut dire simplement, statistiquement, ce n'est pas un point qui importe beaucoup. Au programme, vous avez également ce qu'on appelle le droit communautaire. Le droit communautaire, qu'est-ce que c'est? C'est les traités, les directives, les règlements européens. C'est le droit de l'Union européenne. Ça concerne quelle partie du programme? Il y en a en droit de la concurrence, le contrôle des concentrations en droit communautaire, par exemple. Lorsqu'on étudie les groupes à l'échelle de l'Europe, il y a du droit fiscal également, communautaire. Il y a au sein du droit des entreprises en difficulté quelques aspects de droit communautaire. C'est-à-dire, en gros, c'est les règles sur lesquelles les pays de l'Union européenne ont décidé de renoncer à leur indépendance juridique pour dire il y a des règles qui vont s'appliquer à tous les pays, ce sera les mêmes, et qui vont s'imposer à nous, et c'est au programme du DSCG. Oui, mais sauf que quand on regarde depuis 2013 les questions qui portaient sur le droit communautaire, on se rend compte que ça représente une toute petite minorité des cas. 2% seulement des questions, de toutes les questions qui sont tombées depuis 2013, portaient sur le droit communautaire. Et donc, évidemment, il faut que vous privilégiez le droit interne, tout simplement. Donc, quand on vous parle de traités européens, de directives, de règlements dans vos livres, dans les cours de Proconta, si vous êtes inscrit chez Proconta, dans les polycopiés, dans les fiches, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser. Je dis juste, vous gardez en tête que c'est très peu probable qu'il y ait des questions en octobre prochain qui portent dessus. Alors, quand on regarde le sujet 2020, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un thème, il y avait du droit des contrats, il y avait du droit des sociétés, il y avait du droit fiscal. Bon. Mais il y avait un thème qui est tombé, et qui tombe très rarement, c'est la transmission de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va retomber? Est-ce que ça ne va pas retomber? Très dur à dire. Ce que ça veut dire, c'est que il ne faut pas faire d'impasse. Mon point ce soir, quand je vous parle des thèmes pressentis, c'est de vous dire que c'est pas de vous dire que en réalité, vous devez sauter certaines parties du programme et les ignorer complètement. Ce ne serait pas un bon conseil. Ce que je veux vous dire, c'est comme votre temps de révision est limité, vous devez forcément passer plus de temps sur certaines parties que sur d'autres. Concrètement, vous devez identifier dans les manuels dans lesquels vous révisez, dans les polycopiés dans lesquels vous révisez, les sections, les chapitres qui portent sur les notions qui ont le plus de chances de tomber, et commencer par ces chapitres, ces sections, ces notions.
Ok, donc ne prenez pas vos livres en commençant de la page 1 pour aller jusqu'à la fin. Ne traitez pas les chapitres dans l'ordre dans lesquels ils se présentent dans votre livre. Ça, c'est une vision un peu scolaire, une vision d'un bon étudiant, assez discipliné, mais ça n'est pas tactique. Ce qui est tactique, c'est de se dire, oulala, vu ce que m'a dit Emery de Proconta, je vais aller directement au chapitre 19. Et après, je vais faire le chapitre 23. Et après, le chapitre 6. Parce que c'est ces thèmes-là, ils ont le plus de chances de tomber. Donc, je commence par eux. Et puis, une fois que j'aurai vu tous ces chapitres, je continuerai, je commencerai par voir les autres. Et j'irai voir les autres. Mais ensuite, quand je reverrai une deuxième fois, je recommencerai par, en priorité, les chapitres qui ont le plus de chances de tomber. Et je passerai plus de temps de révision dessus aussi. Ok ? Donc concrètement, la règle des 80-20, c'est quoi? C'est une règle qui dit, j'identifie dans les très nombreuses notions qui sont au programme de l'UE1, celles qui ont le plus de chances de tomber à l'examen, et on le fait comment? Statistiquement, en regardant les annales qui sont tombées. Okay, là, j'ai parlé des grandes thématiques, le droit pénal, le droit des contrats, le droit des sociétés. Mais à l'intérieur de ces thématiques, ce qui vous intéresse, je le sais bien, ce sont les notions qu'il va falloir cibler. Parce que dans le grand, vaste champ du droit des contrats, en fait, il ne faut pas tout apprendre forcément de la même façon autant. Hein, parce que si vous deviez apprendre tout le droit des contrats, tout le droit pénal, tous les thèmes dont je vous ai parlé, qui tombent très souvent, tout ça, ça représente quand même la majorité du programme. Ce qu'il faut, c'est aller à un niveau plus fin dans l'analyse, la sédimentation, pour aller regarder les notions qui, à l'intérieur de ces thématiques, tombent le plus souvent. Alors, je vous représente là les grands thèmes donc, qui vont fournir ces notions qui vont tomber. En droit des contrats, voici quelques exemples des notions qui sont attendues, je vous le dis, pour octobre prochain. Attendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que statistiquement, quand on regarde à l'intérieur du droit des contrats, quand on regarde toutes les questions qui sont tombées ces dernières années en droit des contrats, on remarque qu'il y a des notions qui reviennent souvent, d'autres qui ne sont presque jamais tombées. Peut-être que celles qui sont presque jamais tombées vont tomber, c'est possible, mais c'est très peu probable qu'en octobre prochain, le sujet soit intégralement composé de questions qui ne sont quasiment jamais tombées. Non, ça arrive. Ce qui est très probable, c'est que le sujet sera composé en octobre prochain de questions qui sont déjà tombées et qui étaient attendues et qui portent sur ces notions, et peut-être certaines qui porteront, mais elles seront minoritaires, sur des thèmes qui sont quasiment jamais tombés. Donc c'est intelligent, c'est rationnel de se concentrer sur ces notions-là. Pas exclusivement, mais avant tout, c'est une question de priorité. Okay ? Alors, en droit des contrats, qu'est-ce qui est chaud? Évidemment, les négociations précontractuelles, ce qu'on appelle les pourparlers, et notamment la rupture des pourparlers. Ça, c'est le moment où l'offrant et les deux parties contractantes n'ont pas encore signé le contrat, elles se tournent autour, elles se reniflent, elles se draguent, mais elles n'ont pas signé le contrat. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, brutalement, ça s'arrête? Est-ce qu'on est dans le domaine de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle? Quelles sont les règles? C'est un sujet, une thématique typique de l'UE1 du DSCG. C'est pas certain que ça tombera, mais ça fait partie des notions chaudes, tout comme l'offre, l'acceptation de l'offre, le retrait de l'offre. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous fait une offre, il la retire avant que vous l'ayez acceptée, ou après que vous l'ayez acceptée? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une acceptation? À quel moment on peut considérer qu'une acceptation vaut acceptation? Ensuite, il y a les vices du consentement. Vous voyez, les vices du consentement, l'erreur, le dol, la violence, ça c'est du bateau, c'est hyper central dans le droit des obligations, le droit des contrats, il faut le connaître. Tout comme les sanctions de l'inexécution du contrat. Ça, c'est un thème qui tombe souvent, la définition des contrats spéciaux. Hein, il y en a 4 ou 5 des contrats spéciaux, la vente, l'entreprise, le contrat de distribution notamment, il faut les connaître. Il faut également connaître les éléments principaux du régime de ces contrats. Hein. C'est le contrat de vente, il ne s'agit pas simplement de savoir le définir, il s'agit de pouvoir dire, attention, si on est en présence d'un contrat de vente, alors telle règle s'applique, hein, c'est-à-dire l'intérêt de définir un contrat de vente. Ce sont des catégories juridiques, et l'intérêt de pouvoir dire, là, on est en face d'un contrat de vente, c'est-à-dire, du coup, ce sont les règles du contrat de vente qui s'appliquent. Elles ne sont pas les mêmes que les règles du contrat de distribution. Le contrat de vente, justement, qui intéresse beaucoup les rédacteurs du sujet du DSCG, eh bien, il faut bien le connaître, notamment les obligations du vendeur, la notion de transfert de propriété. Et puis, il y a la question très pointue, mais qui est fréquente, de la détermination du prix dans les contrats cadres. Contrats cadres, c'est des contrats de longue durée. Hein, on n'est pas capable de forcément de prévoir exactement le juste prix quand on signe un contrat qui va durer 15 ans. Et donc, il faut prévoir un moyen que le prix soit... 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 ajuster
Et c'est évidemment possible, mais c'est très encadré. Et il faut comprendre les conditions dans lesquelles cette évolution des prix est possible. Okay. En droit pénal, les notions attendues, ce sont les éléments constitutifs de l'infraction d'abord, éléments matériels, éléments intentionnels, éléments légaux, tout ça, ça se trouve dans vos livres au début du droit pénal, c'est important de le savoir quand vous êtes en face d'une infraction. Le correcteur de votre copie appréciera que vous commenciez par vérifier qu'il y a bien un élément matériel, un élément intentionnel. L'élément textuel, légal, c'est juste l'article du code pénal, tout simplement. Okay. Les délais de prescription, la distinction entre l'action civile et l'action publique sont les deux thèmes de procédure pénale qui tombent le plus souvent, il faut les connaître. Et puis après, il y a les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux, d'usage de faux, et à chaque fois avec la notion de complicité. Complicité d'abus de confiance, complicité d'escroquerie, complicité de faux, usage de faux. Dans quel cas pouvez-vous être complice, ou un chef d'entreprise peut-il être complice d'une infraction qui a eu lieu dans son entreprise? Il faut connaître tout ça. Pareil pour la présentation de comptes non fidèles. Il faut connaître également les obligations des commissaires aux comptes et des commissaires aux apports, et notamment le cas de la surévaluation des apports. Voilà les thématiques qui sont fréquentes. C'est pas uniquement celles-là qu'il faut réviser, c'est pas uniquement celles-là qui sont les plus fréquentes en droit pénal, mais c'est, disons, des thématiques importantes sur lesquelles nous, chez Proconta, on va évidemment insister beaucoup. En droit fiscal, quelles sont les thématiques qui sont chaudes? C'est le régime fiscal des plus-values et des moins-values, le régime mère-fille, l'imposition du résultat d'une SNC, d'une SCI, dans quel cas elle est transparente, dans quel cas elle est à l'IS, à l'IR, etc. Les régimes fiscaux particuliers, location-gérance, SCI, SARL de famille, cession des SARL, quelles sont les règles fiscales en cas de cession, le rescrit fiscal, la procédure de contrôle de comptabilité, les conditions du régime fiscal, l'intégration fiscale. Voilà les thématiques du droit fiscal, les notions qui sont importantes. En droit des entreprises en difficulté, il faut évidemment commencer et apprendre et passer plus de temps sur la conciliation judiciaire, la cessation des paiements, les notions de fictivité, de confusion du patrimoine, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs ou de perte de valeur d'action. Il faut connaître les procédures d'alerte. Il faut connaître les différentes procédures applicables, évidemment, conciliation, liquide, redressement judiciaire, résolution amiable. Il y a plein de procédures, c'est pas très compliqué. Il y a un petit schéma qu'il faut connaître, mais il faut bien les connaître. Il faut connaître également les organes de la procédure, qui intervient à chaque stade. Ce ne sont pas les mêmes acteurs à chaque fois, au fur et à mesure que la situation de l'entreprise se dégrade. Et il faut pouvoir connaître pour chacune de ces étapes la situation des créanciers, des salariés et des dirigeants. En droit des sociétés, les notions attendues sont nombreuses évidemment, mais là ce sont des exemples des notions importantes, la location-gérance, l'apport partiel d'actifs, la fusion-absorption. Il faut connaître évidemment la définition de la participation et de la filiale, mais pas simplement la définition, aussi l'intérêt de la distinction. Pourquoi, dans quel cas ça va entraîner de l'application de règles différentes. Connaître aussi le cas de la transformation des sociétés quand on passe d'une forme juridique à une autre. Comprendre le rôle des CAC, le rôle des organes sociaux, conseil d'administration, directoire dans les SA, et puis le cas des questions posées par l'associé. Il y a également en droit des sociétés des points importants autour de l'opération sur le capital, les droits préférentiels de souscription, la suppression du capital, réduction de capital, prime d'émission, libération du capital, la rémunération des comptes courants et les conventions réglementées. Et puis, il y a la transmission d'entreprise. Alors, ce n'était pas un thème qui tombait habituellement, il est tombé en 2020. Moi, je ne dirais pas qu'il ne retombera pas. On peut se dire, c'est tombé en 2020, et du coup, ça ne retombera pas, c'est très rare, voilà. C'est partie de ces notions qui tombent une fois tous les 5-6 ans. Bon. On peut aussi se dire, si c'est tombé en 2020, c'est peut-être parce que ça bouge, ce sujet de la transmission d'entreprise, que c'est dans l'air du temps, en fait. Et c'est le cas, puisque vous savez que la loi Dutreil, qui permet de transmettre son entreprise à souvent ses enfants, mais pas simplement, dans des conditions fiscales avantageuses. Le pacte Dutreil est en cours de modification. Il y a des projets, en tout cas, de le réduire un peu, ou en tout cas de le rendre un peu plus contraignant ou plus difficile à mettre en place. Il y aura plus d'exigences. Donc, c'est pas impossible que ça retombe. Tout comme les sujets de transmission au sens plus large, donc la transmission de l'entreprise individuelle et de ses droits sociaux, les garanties du vendeur, les garanties de l'acheteur et la fiscalité de la transmission, dont on avait déjà parlé tout à l'heure dans la partie de droit fiscal. Okay. Alors, toutes ces notions,
chaudes, importantes, celles qui sont pressenties, font l'objet, chez Proconta, de vidéos courtes de cours qui vont à l'essentiel, qui sont c'est pas des vidéos qui vont durer 1h30, 2 heures, c'est des vidéos qui vont durer 5, 10, 15, 20 minutes, pas plus, et qui vous permettent de cerner tout ce qu'il faut savoir sur ces notions les plus importantes. Chacune de ces vidéos, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, sont accompagnées de documents complémentaires qui sont des fiches, parce qu'on sait très bien que la mémoire a parfois besoin de lire ce qu'on a entendu en vidéo. C'est pour ça que d'ailleurs, vous pourrez, il me semble, télécharger ce support à la fin. Les fiches de cours se présentent comme ça, elles sont synthétiques, elles contiennent tout ce que vous devez savoir, mais rien que ce que vous devez savoir pour réussir le DSCG. C'est pas la peine de vous abreuver de notions inutiles. Chez Proconta, on vous donne vraiment tout ce que vous devez savoir et c'est ça, et ça suffit. Ok ? Alors, il y a les polycopiés de cours dans lesquels vous allez retrouver ces notions également. Vous les retrouverez toutes et vous aurez l'occasion de les approfondir et de voir les autres notions qui ne sont pas forcément, elles, les plus chaudes, mais qui sont évidemment traitées puisqu'on traite tout le programme. Le but, c'est vraiment de ne pas faire d'impasse, simplement d'insister sur certaines parties. Okay ? Alors maintenant, comment réviser les thèmes pressentis? Parce que là, je vous les ai donnés, mais bon, l'intérêt, c'est de vous dire aussi, de vous guider comment, sur la façon dont vous allez les réviser, de vous dire comment vous devez vous organiser. D'abord, vous devez vous rappeler que les candidats au DSCG font souvent une erreur. Ils pensent que leur réussite va dépendre essentiellement de leurs connaissances. Quand on pose la question aux candidats avant l'épreuve, si vous allez, selon vous, de quoi votre réussite au DSCG va-t-elle dépendre, de vos connaissances ou de vos entraînements, avant l'épreuve, vous allez voir que beaucoup de candidats répondent de mes connaissances, bien sûr. Vous pourrez télécharger, pas la peine de prendre de notes, vous téléchargerez tout ce document, vous avez pris des screenshots, c'est très bien, mais vous allez avoir une façon beaucoup plus confortable de retrouver tous les thèmes que j'ai annoncés, puisque vous allez pouvoir télécharger le support du cours à la fin, vous inquiétez pas. Donc, les étudiants, avant le DSCG, répondent très souvent, bah non, moi je réussirai l'épreuve le 20 octobre si j'ai réussi à tout connaître, à tout apprendre, à tout réciter. C'est les connaissances qui sont les plus importantes. Et du coup, l'objectif des candidats, c'est de venir à bout des programmes d'ici l'épreuve. Ils se disent, il faut que je bosse, que je mémorise des tonnes, que j'accumule des tonnes d'informations. Okay, et ils sont un peu comme des galériens, comme ça, qui rament pour en accumuler un maximum. Et quand on pose la même question aux candidats après l'épreuve, et qu'on leur a dit, alors, vous qui avez réussi, à votre avis, votre réussite, elle a dépendu de quoi, de vos connaissances ou de vos entraînements après coup? La plupart répondent, en réalité, si je l'ai réussi, c'est pas tellement grâce à toutes les connaissances que j'ai accumulées. C'était nécessaire, évidemment, mais c'est surtout parce que je m'étais entraîné comme il fallait. Et inversement, ceux qui ont échoué, quand on leur dit, mais qu'allez-vous changer à vos révisions? Ce qui revient à poser la question, pourquoi avez-vous échoué, selon vous? Ils répondent, regardez les citations de candidats qui ont échoué, je vais aborder cette fois-ci, je ne recommencerai pas pareil l'année prochaine, je vais aborder les notions de façon pratique. Ou un autre qui nous dit, ça ne sert à rien de connaître les règles si on ne sait pas les appliquer dans un cas pratique. Okay, donc c'est ça l'enjeu chez Proconta, c'est de vous apprendre, pas simplement à mémoriser les connaissances, mais à les mobiliser le jour J. C'est pour ça que les thématiques des lives, là je vous ai mis le calendrier des prochains cours pour nos élèves qui préparent lieu 1 chez nous. Vous voyez, 26 juillet, 28 juillet, 2 août, 5 août, 7 août sont des cours en live qui sont des cours d'entraînement. Tout l'enjeu, c'est de vous entraîner, de vous faire réagir en direct. Alors, concrètement maintenant, quelques exemples d'entraînement. Je vous propose de réfléchir avec moi et de vous entraîner un petit peu pour que vous goûtiez un petit peu à la pédagogie qui est la nôtre, qui est une pédagogie interactive. Le but, c'est que vous soyez en situation de réfléchir. Le but, c'est Proconta, c'est de vous faire comprendre que quand on révise le programme, c'est pas je mémorise à fond et après je m'entraîne, c'est j'apprends en m'entraînant. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Avec 3 types de questions que je vous propose. Question 1 étoile, question de cours simple, question 2 étoiles, des petits cas pratiques simples, mais des questions de cours un peu plus pointues. Et puis 3e étoile, 3 étoiles, des cas pratiques plus difficiles. Alors, allons-y, je vais scruter le chat et je vais boire un petit coup le temps que vous répondiez à cette question. Allons-y. Quelle est la différence entre une fusion-absorption et un rachat de société ? Je vous écoute, mettez-moi dans le chat les idées que vous avez. C'est une question qui est facile et souvent les dossiers comme ça dans l'U1 du DSCG commencent facilement avec des premières questions de cours très simples. Et puis on va voir si vous savez. Et après, vous allez voir que le dossier
va porter toujours sur la même thématique, mais va se corser un peu. On va vous demander d'appliquer la définition que vous avez donnée juste avant pour voir si vous connaissez vraiment la règle, pas au sens de je sais la réciter, mais au sens de j'ai compris concrètement comment ça marchait. Donc première question, pure récitation, c'est normal. Mais vous allez voir, ça va se corser après. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre une fusion-absorption et un rachat de société? Est-ce que l'un d'entre vous a des idées? Mettez-moi dans le chat ce que vous avez, ce qui vous passe par la tête. C'est une question qui fait partie des notions qu'il faut absolument connaître. Hein. Est-ce que Pauline, est-ce qu'Olive, est-ce que Alioune, Amar, Raïssa, Pascal, est-ce que vous êtes inspirés? Alors ça y est, j'ai des premières réponses qui arrivent. Super. LJ me dit fusion, rémunération de l'apport par les titres sociaux. Ok. Adrien me dit fusion, absorption, ça concerne 100% de la société, le rachat seulement 50%. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de niveau. Ilias, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société. Le rachat concerne simplement l'achat de parts d'une entreprise qui continue d'exister, me dit Ilias. Absolument. Bon, ben c'est très bien. Je vais vous dire la réponse. La fusion-absorption est une opération par laquelle une société préexistante en absorbe une autre. Concrètement, on dit en droit, c'est une expression importante qu'il faut connaître. C'est comme ça que vous aurez tous les points. On dit qu'il y a transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Transmission universelle de patrimoine. Et l'effet de cette opération, c'est la dissolution de la société absorbée sans dissolution. Bravo Claudia, bravo à tous ceux qui m'ont donné cette règle. Alors je continue en vous donnant un peu les caractéristiques de la fusion-absorption. L'absorbée cesse d'exister, on en a parlé. Elle est dissoute. Son patrimoine, l'actif tant que le passif, qu'est-ce qui devient? On dit qu'il y a une transmission universelle du patrimoine, ça veut dire qu'il est intégralement intégré, ce patrimoine de l'absorbé, à celui de l'absorbante. Il est intégré dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation de la fusion. Les mandats des dirigeants de l'absorbé sont révoqués, et les associés de l'absorbé, qu'est-ce qui leur arrive à eux? Ils deviennent associés de l'absorbante, à côté de ceux qui étaient déjà associés avant eux. Le rachat de société est très différent. Ça correspond à l'acquisition ou à la cession de titres d'une société par une autre. Alors, dans cette opération, les titres de la société sont cédés, mais la société elle-même, elle continue d'exister. Il n'y a pas de dissolution de la société, contrairement à la fusion-absorption. Une fois qu'on vous a posé une question comme ça de récitation, souvent vient une question un peu plus de cours, un peu plus pointue. Et comme celle-là, quelles sont les étapes, les intervenants et la date d'effet d'une opération de fusion-absorption? Là, on veut savoir si vous êtes capable d'aller un peu plus loin dans l'explication de ce que c'est qu'une fusion-absorption. Alors là, je vous le dis, pas la peine de me mettre ça dans le chat parce que ça peut être assez long et c'est l'occasion de réviser un peu ensemble. Les étapes d'une fusion, c'est d'abord la création d'un projet de fusion-absorption qui est déposé au tribunal de commerce, et publié également au BODAC, avec les informations sur les deux sociétés, les buts et les conditions de la fusion, l'évaluation de l'actif et du passif de chacune. Deuxième étape, l'approbation des conditions de la fusion par chacune des deux sociétés. Et enfin, troisième étape, la réalisation. On vous demandait également qui étaient les intervenants d'une telle opération. Les intervenants, c'est d'abord un ou plusieurs commissaires à la fusion qui sont désignés par une décision de justice. Et ensuite, c'est le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés, si ce sont des SA. Tous ces intervenants à la fusion, qu'est-ce qu'ils font? Ils publient un rapport écrit sur l'opération qui est remis aux actionnaires. Puis on parlait enfin de la date, le calendrier d'une fusion-absorption. On vous dit que, et ça c'est une règle qu'il faut bien connaître, la date de la prise d'effet de la réalisation de la fusion, c'est celle de la dernière AG qui a approuvé l'opération. Et il peut y avoir une exception à ça, mais si on veut prévoir une autre date, elle ne peut ni être postérieure à la date de clôture de l'exercice de l'absorbante, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice de l'absorbé. C'est un peu technique, mais c'est important de le savoir parce qu'il peut y avoir des questions là-dessus. Mais si vous deviez bosser la fusion-absorption, je dirais que vous auriez de bonnes chances d'avoir tous les points en question, même si vous ne connaissez pas cette toute dernière exception. Ce n'est pas le plus important.
Alors allons-y maintenant sur un cas 3 étoiles. Très souvent, une fois qu'on vous a demandé de définir la fusion-absorption par rapport au rachat, qu'on vous a demandé de définir les étapes, les intervenants, le calendrier, on va voir si vous savez appliquer dans la vraie vie les notions que vous venez de présenter, d'expliquer. Et donc, on va vous mettre en situation. Okay. Alors là, je me retourne vers le chat pour voir si vous êtes prêts à répondre à cette question, qui est une question extraite des annales de l'UE1. La SA barrière va être absorbée par la SA Barry. Or, la SA barrière n'a pas achevé de rembourser les emprunts bancaires. Question, qui a la charge de régler les dettes de la SA barrière si celle-ci est absorbée par la SA Jarry? Qui va devoir payer? Deuxième question, la loi protège-t-elle les créanciers de la SA barrière qui ont vu leur société, enfin la société qui leur devait de l'argent, absorbée par une autre? Qu'est-ce qu'elles deviennent leurs créances? Alors je vous écoute, allons-y. Première question, qui a la charge de régler les dettes de la SA barrière si elle est absorbée par la SA Jarry? La SA Barry me dit Cécilia, la SA Barry me dit Alexandre, transmission du patrimoine et des dettes du coup, la SA Barry prendra les dettes. Vous avez parfaitement raison. Simplement, au DSCG, vous avez des juristes qui sont vos correcteurs, et les juristes, ils vont être attentifs pas simplement au fait que vous donniez la bonne réponse, ils vont avoir envie que vous la donniez, que vous raisonniez, vous fassiez une démonstration en plusieurs étapes. Et c'est là que vous avez l'occasion de prendre tous les points, ou au contraire, de ne pas les avoir tous, alors même que vous avez donné la bonne réponse. Alors, je vous rappelle la règle, et je vais vous expliquer le raisonnement. Première chose qu'il faut rappeler, c'est la fusion-absorption entraîne la transmission du patrimoine de la société absorbée à l'absorbante. On parle de transmission universelle du patrimoine. Conséquence, deuxième étape du raisonnement, l'absorbante prend la place de l'absorbé et devient débitrice de ses créanciers. Okay. Et alors, il y a une règle qui va permettre de répondre à la question numéro 2, c'est les créanciers de l'absorbé qui sont antérieurs à la publicité de l'opération de fusion bénéficient d'une protection particulière, ils peuvent s'opposer à la fusion. Ils ont dit 30 jours pour former opposition à compter de la dernière formalité de l'opération de fusion. Pourquoi on leur donne ce droit en fait? Tout simplement parce que on considère que parfois ça peut être une mauvaise opération pour eux. Si l'absorbante, par exemple, est déjà elle-même criblée de dettes, les créanciers de l'absorber vont pas avoir très envie de la laisser se faire absorber parce qu'ils vont se dire moi je vais être traité à côté des 1000 et des millions d'autres créanciers de l'absorbante. Je considère que ma dette a plus de chances d'être réglée s'il n'y a pas la fusion que s'il y a la fusion. C'est pour ça qu'on considère qu'ils sont légitimes à demander, ces créanciers, d'empêcher la fusion, de demander au tribunal une opposition de la fusion. Le tribunal, il peut soit rejeter l'opposition, non, je ne suis pas d'accord, j'ai étudié le dossier de fusion, vos intérêts seront préservés, tout à fait, vous aurez des chances d'être payés, rassurez-vous, même si l'opération a lieu, je vais la laisser avoir lieu. Au contraire, considérer qu'il y a des risques, effectivement, la crainte est légitime, l'opération de fusion ne va pas forcément dans leur intérêt, et dans ce cas, le tribunal peut soit ordonner le remboursement des créances immédiatement, soit ordonner la constitution de garantie. Okay. Alors, une fois qu'on a rappelé ces règles, il va falloir appliquer au cas. Parce que la méthode juridique est ainsi faite qu'on attend de vous que vous rappeliez la règle de droit, première étape, et que vous l'appliquiez, deuxième étape. Okay. Alors l'application, ça donne, en l'espèce, lorsque la SA Jarry aura absorbé la SA barrière, son patrimoine sera intégralement transféré et intégré au patrimoine de la SA Jarry. Les emprunts bancaires contractés auprès de la banque seront ainsi transmis à la SA Jarry qui devra les rembourser. Mais en tant que créancier antérieur à la fusion, j'en suis là, la banque pourra s'y opposer devant le tribunal de commerce si elle considère que sa créance est à risque. Elle a 30 jours pour le faire. Voilà une réponse qui est une bonne réponse. Regardez maintenant à quoi ressemblent les réponses de vos camarades. Première question, qui a la charge de régler les dettes de la SA barrière si celle-ci est absorbée par la SA Jarry? On aime bien chez Proconta vous donner des exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire en vous montrant ce qu'ont produit vos camarades dans les années passées. Regardez ce que votre camarade écrit ici. Dans le cadre de la fusion, l'ensemble du passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante. Ici, la SA Jarry. Les dettes de la SA barrière seront donc dues par la SA Jarry. Okay.
Et un autre qui vous dit, là celui-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est plus dur à lire, c'est important. Attention à écrire correctement. Hein, le premier là qui est écrit en haut, il est facile à lire, c'est agréable pour votre correcteur. Lui, il demande des efforts au correcteur pour se faire déchiffrer. Il écrit comment? Il écrit en patte de mouche. Rappelez-vous ce que disait Talleyrand. Méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Le correcteur, s'il a du mal à déchiffrer votre copie, si vous écrivez avec des petites pattes de mouche comme ça, il va avoir envie de vous sanctionner. Ou en tout cas, il va pas aimer corriger votre copie parce que ça va lui demander des efforts. Il va devoir lire en plissant les yeux, en serrant les fesses, en essayant de comprendre ce que vous écrivez. C'est pas le mettre dans de bonnes conditions. Soyez attentif à l'esthétique de votre copie. Écrivez lisiblement, de façon aérée, respectez la langue française, évitez les fautes d'orthographe, vous sous-estimez toujours que ça vous coûte des points. Bon, cela étant dit, regardons ce qu'il nous raconte celui-là. Il nous dit l'opération de fusion-absorption. C'est dur, regardez, j'ai du mal moi-même à déchiffrer là. Est une opération qui entraîne une transmission universelle du patrimoine. Alors là, c'est vachement bien d'utiliser l'expression juridique qui est la bonne, que le camarade d'au-dessus n'avait pas utilisé d'ailleurs. Mais sauf que universel, c'est du féminin, l'adjectif s'accorde, donc c'est bien universel de zèleux. Il a écrit de la bonne façon, puis il a rayé. Vous avez vu, et il a introduit une faute d'orthographe après, c'est dommage. Ceci dit, l'absorbante doit régler l'ensemble des dettes de la société absorbée. Donc ils ont raison sur le fond tous les deux. Ils respectent à peu près le rappel de la règle de droit puis l'application au cas. Mais en réalité, il n'y a aucune des deux réponses qui n'est parfaite parce que en fait, première étape de la démonstration, il fallait parler de la transmission universelle du patrimoine. Le camarade en haut, là, il n'en parle pas. Il donne pas l'expression. Raisonnement numéro 2, étape numéro 2 du raisonnement, ça veut dire concrètement, l'ensemble du passif de la société absorbée va être transmis à l'absorbante. Ça, celui qui est en haut le dit bien, mais pas celui qui est en bas. Et ensuite, application au cas. Les dettes de la SA barrière seront donc dues par la SA Jarry. Et ça, c'est pas bien fait en bas, c'est bien fait en haut parce qu'il ne parle pas, il n'applique pas au cas, il parle de l'absorber alors qu'on a envie d'attendre à un moment à la fin le nom de la société. Il faut vraiment appliquer le cas en l'espèce. On ne parle plus dans la dernière étape qui s'appelle application au cas de l'absorber, l'absorbante, mais de la SA barrière et de la SA Jarry. À un moment donné, il faut incarner à la fin, c'est ça l'application au cas. Donc en fait, en réalité, la réponse qui aurait tous les points, c'est une sorte de synthèse de ces deux réponses qui sont bonnes sur le fond, qui sont des réponses qui sont correctes, mais en toute rigueur, il manque un petit quelque chose à chacune de ces deux réponses, puisqu'elles ne suivent pas les trois étapes du raisonnement, qui sont en fait la décomposition des deux règles de droit, transmission universelle du patrimoine, donc l'absorbé transmet ses dettes à l'absorbante, et application au cas, concrètement, c'est la SA barrière qui paiera les dettes de la SA Barry. Deuxième question. La loi protège-t-elle les créanciers de la SA barrière? Regardez ce qu'a répondu votre camarade. La loi protège les créanciers de la SA barrière à travers la publication du projet de fusion dans le but de les informer et de leur permettre d'intervenir à ce niveau pour récupérer leurs dû auprès de la société absorbée avant la fusion. Moi, il y a deux choses qui me gênent. C'est pas mauvais, hein, on voit bien que ça nous rappelle quand même la règle que je vous ai présentée tout à l'heure et il y a du bon là-dedans. Mais il y a deux formules que moi je trouve malheureuses et qui vont faire perdre des points à cet élève. La première, c'est dans le but de les informer, de leur permettre d'intervenir à ce niveau. Voilà une formule fort peu juridique. Intervenir à ce niveau, ça n'est pas du tout précis. Je n'ai jamais parlé de ça, hein, pas du tout. L'expression, c'était former opposition devant le tribunal. Et puis, pour récupérer leur dû d'abord, on ne parle pas de dû, on parle de créance. Et est-ce que, véritablement, ils peuvent intervenir pour récupérer leur dû? Non, sur le fond, les créanciers, ils peuvent former opposition devant le tribunal de commerce, qui peut certes leur permettre de récupérer leur dû, comme il dit, c'est-à-dire d'ordonner le remboursement des créances, mais il peut aussi rejeter l'opposition, ou au contraire, comme je le disais tout à l'heure, ordonner la constitution de garantie. D'accord ? Alors, une autre réponse ici qui est intéressante, je trouve, parce que là, on est dans une erreur classique, un piège. Concentrez-vous, on y est presque, à la fin de ce cours. Il est à noter, écrit ce candidat, que généralement, ce type d'opération est précédé, attention, précédé d'une mission de due diligence dont l'objectif principal est de connaître la véritable situation de la cible. Ceci dit, il est fort probable que l'absorbante a bien connaissance d'un tel engagement.
Si au contraire, l'absorbante n'a pas eu connaissance de cette dette à cause de manœuvres de l'absorbé, il se peut que le traité de fusion contient, mais il aurait fallu dire contienne, des garanties de passifs qui peuvent servir dans de telles situations. Alors là, on est dans un cas qui est assez fréquent au DSCG, c'est-à-dire qu'on est face à un candidat qui sait plein de choses et qui a eu envie d'écrire tout ce qu'il savait, mais manque de peau, il n'a pas du tout répondu à la question. Tout ce qu'il dit est juste, il arrive effectivement dans des opérations de fusion très fréquemment, toujours en réalité, qu'il y ait des missions de due diligence qui permettent à l'acquéreur de l'entreprise ou à celui qui va absorber de vérifier quel est l'état de son passif, etc. Et puis, pour le cas où il y aurait des choses qui lui auraient échappé, il met souvent en place une garantie d'actifs et de passifs qui le protège contre les mauvaises découvertes qu'il pourrait faire après l'opération. Bon. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on en est là. Là, la question, elle portait sur, je vous rappelle, la protection des créanciers de l'absorbante. Votre camarade, là, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que la société absorbante avait découvert, après l'opération, que l'absorbé avait des dettes dont il ignorait l'existence. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il fallait lire le sujet. Hein. La question, c'était comment les créanciers de l'absorbé vont-ils pouvoir se faire payer? Et lui, il s'est mis à inventer une histoire. Il s'est dit, il y a donc des dettes qui existaient chez l'absorbé et l'absorbante ne le savait pas. Mais on n'a ni nulle part que l'absorbante l'ignorait. C'est pas du tout le point. Donc il a fait là, on est typiquement face à un candidat qui s'est précipité et qui a formulé une problématique qui n'était pas celle de la question. Donc il sait plein de choses, il est peut-être très bon en droit ce candidat, peut-être qu'il aurait d'ailleurs eu suffisamment de connaissances pour répondre à la question qui lui était posée. On ne le saura jamais puisqu'il n'a pas répondu à cette question-là, il a répondu à une autre question. Quel dommage, vraiment quel dommage, extrêmement frustrant. Attention, lisez bien les questions, répondez bien aux questions et uniquement aux questions. Ne soyez pas tentés d'en mettre des tonnes et des tonnes, quitte à répondre un peu à côté des questions parce que vous avez envie de dire tout ce que vous savez. C'est très mauvais ça. Il faut répondre uniquement à la question qu'on vous pose.